beaucoup, c'est la notion d'une sorte de vigilance intellectuelle, quoi, de faire tout le temps attention pour ces problèmes de racisme. Vous faites beaucoup de citations dans le livre. Alors il y en a une qui est, d'abord c'est un plasticien sud-africain qui est engagé dans la lutte contre l'apartheid, qui dit l'histoire n'est qu'une série de dominations orchestrées par une minorité au détriment d'une vaste majorité. Puis vous citez ensuite Einstein, et là ça résume assez bien, le monde est dangereux non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent, qui laissent faire, d'où cette notion de vigilance sur laquelle j'aimerais que vous reveniez, de vigilance intellectuelle et morale. Écoutez, effectivement, c'est vrai que malheureusement nous avons tendance à ne pas agir sur la société dans laquelle nous vivons, à laisser faire. Je sais que c'est compliqué, parce que nous sommes parfois dans notre immédiateté, dans les difficultés du moment, et on n'a pas tendance à prendre soin des autres. Mais je dirais que, encore une fois, il faut savoir que chacun de nous pouvons être conditionnés au pire. Nous pouvons être conditionnés au pire. Et quand je dis que c'est une minorité, c'est parce que moi je suis né aux Antilles, comme on disait tout à l'heure, et je me suis beaucoup penché sur l'histoire de l'esclavage, pour comprendre l'histoire familiale, parce que c'était très important, et surtout pour comprendre comment on a pu accepter, comment on a pu croire que les personnes de couleur noire étaient différentes et voire inférieures. Et là, c'est pour ça que je dis souvent, ce sont des constructions politiques, et on finit par accepter l'inacceptable. On finit par accepter l'inacceptable. Donc il faut être très attentif au discours politique. Par exemple, on peut prendre l'exemple il n'y a pas si longtemps, ou même ces jours-ci, on voit bien que c'est les politiques, par leur discours, qui déclenchent et qui renforcent le racisme là-dedans. C'est-à-dire, à force de répéter une information, on finit par croire que c'est vrai. Et donc, cette fois-là, il faut être très attentif à tous les discours, à les décortiquer et à en discuter pour ne pas tomber dans le piège et ne pas se renfermer dans des choses qui vous stigmatisent sur la religion. Justement, qu'est-ce que vous avez pensé d'un débat qui a animé beaucoup la campagne électorale, mais qui avait été déjà abordé avant sur le fait qu'il y ait une différence entre les différentes civilisations? C'est-à-dire qu'il y a des civilisations qui seraient meilleures, plus avancées que les autres. D'après ce qu'on voit dans votre bouquin, je pense que ce que vous répondez, mais je voudrais que vous le confirmiez, c'est que c'est une méconnaissance totale de la façon dont sont formées les civilisations. Tout d'abord, qu'il y ait une différence, oui, il y a une différence. Mais souvent, les personnes, quand elles entendent différence, souvent c'est une hiérarchie. C'est-à-dire, quand on dit on prône l'égalité entre les personnes, oui, mais il y a une différence aussi entre les personnes. C'est-à-dire que vous êtes différent de moi. Moi, je suis différent de quelqu'un qui serait dans la salle. Je pense qu'il faut accepter ces différences. Mais encore une fois, hiérarchiser sur quels critères? Par exemple, je crois que c'était M. Guérin qui avait dit ça. Il pourrait dire oui, notre civilisation est supérieure en quoi? En la destruction de la nature. Par exemple, les pays qui détruisent le plus la nature, c'est quand même les pays les plus civilisés. On pourrait dire ça. Les pays qui, je dirais, qui s'accaparent la grande majorité des matières premières dans le monde, ce sont nos civilisations, des pays riches. Donc, est-ce que nous sommes supérieurs? Donc je pense que effectivement, il faut dire que les civilisations sont différentes, mais il ne faut pas les hiérarchiser. C'est-à-dire que c'est ça le danger. Alors vous revenez aussi dans le livre sur quelque chose dont on a beaucoup parlé. Bon, là c'est un petit peu plus ancien, c'est le discours de Dakar, de celui qui est l'ancien président Sarkozy. Donc c'était en 2009, cette histoire de l'homme africain qui n'est pas assez entré dans l'histoire. Alors moi simplement je voudrais que vous y reveniez, parce que honnêtement dans le livre vous ne l'abordez pas de façon ni trop énervée, ni trop. Vous expliquez simplement que c'est une méconnaissance d'œuvres que vous citez d'ailleurs, qui ont été écrites sur l'histoire de l'esclavage, et vous dites tout simplement, avant de dire des choses comme ça, avant de prononcer des discours comme ça, il faudrait tout simplement, ne serait-ce que tout simplement bien connaître l'histoire. Tout d'abord, quand j'essaie d'aborder ces sujets, j'essaie de les traiter un peu, parce que ça ne sert à rien, j'essaie de comprendre les choses. Pour comprendre le discours de Dakar, il faut quand même prendre conscience qu'il n'y a pas si longtemps que ça, que les personnes sont mises sur le même plan d'égalité au niveau des lois, selon leur couleur de peau. Je pense que ça, c'est ce que je dis quand je vais dans les écoles, c'est extrêmement récent qu'on puisse se regarder tout un chacun sur le même plan d'égalité. C'est-à-dire que l'apartheid, c'est les années 90. L'apartheid est basé sur une hiérarchie selon la couleur, où la couleur blanche était dominante.
la colonisation, c'est exactement la même chose. Quand vous écoutez par exemple quelqu'un qui est très connu, Jules Ferry, ben, Jules Ferry explique qu'il y a des races supérieures, ils ont des droits sur les races inférieures. Là aussi, c'est une hiérarchie selon la couleur de peau. Et les décolonisations, c'est les années 60. N'oublions pas que pendant la colonisation, il y avait le code de l'indigénat. C'est-à-dire que là encore, les personnes de couleur blanche étaient considérées de façon différente, de façon supérieure aux autres. Et les années 60, c'est la ségrégation aux États-Unis, c'est exactement le même schéma. C'est-à-dire que le critère de la couleur de peau, eh ben, c'était fondamental il n'y a pas si longtemps. Donc, dans l'inconscient collectif, existent des préjugés. Donc, le discours de Dakar est rempli de préjugés parce que M. Nicolas Sarkozy ou les personnes qui l'ont aidé à écrire ce discours sont aussi porteurs de ces préjugés. Et donc voilà pourquoi il faut comprendre l'histoire et tout d'un coup, on comprend le discours. On essaie de dire, tiens, ça vient de là. Mais par contre, ils ont tort. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, vous pouvez penser que c'est vrai.